au sujet de l'adaptation du logement au vieillissement de la population. Nous allons avoir des experts qui vont s'exprimer sur le sujet. Je vais leur donner très rapidement la parole. Je suis Jean-Pascal Chira, je suis le délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Notre association, qui a été créée il y a maintenant 30 ans, est importante puisqu'elle intègre des structures publiques que sont les ministères du logement, de l'environnement et leurs agences, telles que l'ANA, l'ADEME, CSTB, etc. Et puis également les organisations professionnelles, les énergéticiens, les organisations professionnelles d'architectes, etc., d'industriels, et les grands industriels, enfin les industriels au sens large. Voilà, 70 membres, et nous travaillons ensemble sur un sujet essentiel qui est celui de l'adaptation, de l'évolution, de l'amélioration de l'habitat. En France, vous le savez, il y a 30 millions de résidences principales. Le marché de la rénovation de ces résidences principales, c'est à peu près 50 milliards d'euros chaque année, c'est important. Et pourtant, eh bien, il y a de grands sujets à développer encore. La rénovation énergétique, c'en est un, et puis l'adaptation du logement qui est directement liée à ce qu'on appelle la transition démographique, et on va en parler, en est un autre. Voilà. Et donc, cette activité va aller en croissance de manière très importante dans les années à venir, tout simplement en liaison, et on va encore une fois donner des chiffres, avec cette transition énergétique, démographique, avec la montée en nombre du nombre de personnes qui avancent dans l'âge, qui nécessite de manière tout à fait impérative l'adaptation du logement. Pour en parler avec nous, Alain Mélier, délégué général de l'association, de la Fédération des ascenseurs de France, Mathieu Lapetite, directeur général de France Ulver-Eco, il va se présenter, Bastien Zimb, qui est le président fondateur de Belle Vie, donc un réseau d'ergothérapeutes, et Patrick Lefeu, qui est le président de Ondibat Développement, également une structure de formation. Voilà, ils vont chacun intervenir. Alors, je crois dans l'ordre. C'est d'abord Alain. Alain, cher Alain, donc à toi d'intervenir pour parler de votre organisation et en quoi celle-ci a une relation avec l'évolution et l'adaptation de l'habitat. Merci beaucoup Jean-Pascal de ton mot d'introduction. Donc effectivement, je suis le délégué général de la Fédération des ascenseurs. C'est une fédération qui est une vieille dame, qui connaît déjà la transition de l'âge, puisque la fédération a 102 ans. Et quand je dis ça, ça veut dire que la fédération, où sont quoi, les industriels et les sociétés qui sont adhérentes de la fédération, sont bien inscrits dans le sujet de l'évolution de la ville et de la cité. Alors à une époque, il y a un siècle, on construisait beaucoup dans les Paris, Lyon, Marseille, très haut, sans ascenseur. Puis petit à petit, dans les années 50, 60, 70, on a mis beaucoup d'ascenseurs. Quoique, si je vous donne quelques chiffres de comparaison avec les autres pays, on verra qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Et puis, on a fait énormément aussi l'accès à la propriété en France, la maison individuelle est quelque chose d'important. Tu l'évoquais, 30 millions de maisons individuelles. Mais toutes ces maisons sont en... Allez, 90% des maisons sont en rez-de-chaussée surélevé. Le pavillon, pour aller chez soi, on a quelques marches à monter parce qu'on a pris l'habitude de construire avec un garage enterré, ou même une fois qu'on est chez soi, on a aussi des étages à monter dans beaucoup de cas. Alors, si je reste sur la fédération, il y a 180 adhérents à la fédération, donc on y retrouve tous les industriels qui contourent au sujet de ce qu'on appelle la mobilité verticale. La mobilité verticale, c'est franchir les quelques marches qu'on peut avoir pour entrer dans un commerce, par exemple, c'est aussi pouvoir accéder et rentrer de la cité et aller chez soi, et de chez soi à la cité. Et lorsqu'on parle, le sujet qui nous rejoint, c'est l'adaptation du logement. Adapter le logement, c'est bien. Y mettre toute la domotique. J'imagine qu'il va y avoir avec nos amis ici présents plein de solutions évoquées. Mais à un moment, il faut aussi penser à cet accès à la cité. Il faut pouvoir vivre chez soi, sortir de chez soi, être libre d'aller et venir et pas être dans une maison super au point en termes sanitaires, domotiques, etc. et d'être contraint pour pouvoir vivre et profiter de la cité. Donc ça, c'est un point important. Donc je vais y mettre quand même quelques chiffres pour éclairer le sujet. En France, l'habitat collectif, 50% des Français qui vivent en logement collectif n'ont pas accès à l'ascenseur. Donc vous êtes dans un bâtiment à étage, une fois sur deux, il n'y a pas d'accès à l'ascenseur. C'est encore plus prégnant dans l'habitat social, ça a été porté par le rapport de Luc Broussy, et c'est des chiffres de l'USH, ce n'est pas de chiffres de notre profession, qui dit qu'effectivement, là où il y a une surreprésentation des seniors dans l'habitat social, il y a un sous-équipement en ascenseur par rapport au reste de l'équipement en France. Et de l'équipement, pour rester sur le sujet ascenseur collectif, et puis on ira sur la maison individuelle après, l'ascenseur collectif en France, il y en a 9 pour 1000 en France, il y en a 16 pour 1000 en Italie, il y en a 23 pour 1000 en Espagne.
tout ça, il y a des raisons. Raison en Italie, c'est post-guerre, un gouvernement qui a forcé le trait sur la nécessité de faire un habitat social. Il y a beaucoup d'habitats sociaux qui ont été construits en Italie à cette époque-là, et donc avec ascenseur. En Espagne, il y a une question de logique aussi de métropolisation qui est plus tardive. La métropolisation s'est fait plutôt dans les années 70, et donc là on construisait déjà un peu partout avec ascenseur. Mais pour autant, dans tous ces pays-là, comme en France, la population a à peu près le même âge et est vieillissante. Je vais plutôt laisser Mathieu nous donner les chiffres éventuellement de l'âge de la population, mais je pense que c'est des choses qui sont connues et maîtrisées par tout le monde. Mais comment on fait aujourd'hui pour rentrer chez soi ? Donc je vous donnais des chiffres sur le monde de l'ascenseur, sur le monde de la maison individuelle. Eh bien, il y a 10 à 12 000 sièges monte-escalier qui sont installés en France par an. Il y en a 50 000 en Grande-Bretagne. Voilà, c'est aussi, alors là aussi il y a une typicité de la construction. La maison individuelle est beaucoup plus prégnante en Grande-Bretagne, mais c'est aussi parce que, au titre du maintien à domicile, la sécurité sociale, je vais y mettre des guillemets, locale, privilégie, soutient cette solution plutôt que les établissements de type EHPAD. Donc il y a tout cet environnement-là aujourd'hui qui concourt à cette difficulté du maintien à domicile. Je ne sais pas si on rentre tout de suite dans le sujet de la prime adapt, qui va venir, qui ne va pas venir, etc. On y viendra peut-être après, mais voilà, il y a aussi cette notion de prendre en compte, au-delà de l'adaptation du logement, si on perd sur le crédit d'impôt, parce que l'objectif c'est de réunir plusieurs sources budgétaires ensemble, on risque d'avoir des difficultés sur le maintien à domicile physique, et c'est quelques marges qui nous agacent, y compris en bâtiment collectif d'ailleurs, les rez-de-chaussée surélevés pour accéder aussi à l'ascenseur lorsqu'il existe, c'est monnaie courante dans les constructions qu'on a faites dans les années 70-80 en France. Donc il y a vraiment ce point-là qu'il faut prendre en compte dans cette circulation. L'aisance de la vie dans la cité, ça passe aussi par là. On a, nous, au titre de moi je ne sors jamais sur mon petit livre bleu, on a au titre de la Fédération fait un guide grand public qui permet de comparer les différentes solutions. Ça permet de valoriser aussi le bien. Il ne faut pas oublier que un siège monte-escalier, c'est quelque chose qu'on peut poser et déposer assez facilement. On peut éviter de transporter la salle de bain dans la salle à vivre au rez-de-chaussée, parce que là c'est vraiment une agression lourde dans la vie pour vivre chez soi. Donc profitons de toutes les solutions. Les élévateurs, c'est juste 1 mètre carré au sol, ça ne prend pas beaucoup de place. Et là je vais m'adresser aux constructeurs de maisons individuelles pour demain, il faut juste le prévoir. Il y a un petit décaissé de quelques centimètres et après ça s'installe tout seul. Et puis dans l'équipement existant, il y a toujours des solutions d'adaptation en intérieur, en extérieur. On fait les trophées de l'ascenseur la semaine prochaine, on remet les prix et on a eu sur 40 projets une quantité de projets avec de l'adaptation de la maison individuelle par de la création externe. Parce que même si le ticket d'entrée est peut-être un peu élevé, en tout cas très rapidement, par rapport à ce que coûte un EHPAD, on a absorbé en 1 an à peu près l'investissement sur l'équipement. Merci beaucoup Alain. Donc, sur une vision donc, très ciblée effectivement autour des sujets de l'ascenseur. Merci parce qu'on a besoin de cette parole d'expert. Mathieu Alapetite, directeur général de France Silver Eco. Donc, comme son nom l'indique, on va parler de la Silver Economy. Le mieux, c'est que vous nous en disiez quelques mots. Comment ça fonctionne, qui est-ce que ça regroupe et quels sont vos objectifs? Merci beaucoup. On m'entend? Oui, c'est bon. Oui, donc bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mathieu Alapetite, je suis directeur général de France Silver Eco. Donc, France Silver Eco est mandaté par le gouvernement pour animer la filière Silver Economy. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille le plus avec le ministre Combe sur les enjeux de prévention et autonomie. Mais finalement, le paradoxe de cette filière, c'est qu'elle est au final interministérielle. Et de plus en plus, on travaille avec le ministère du Logement. Je pense qu'on va beaucoup y revenir aujourd'hui. On peut travailler avec le numérique, avec les transports, puisque finalement, adapter l'environnement, la société au vieillissement, c'est une démarche qui est extrêmement globale et large et qui ne se limite pas seulement au domaine médico-social. En tout cas, aujourd'hui, voilà, cette filière, elle rassemble l'ensemble des acteurs dont les activités sont en lien avec le vieillissement de la population et la transition démographique. Ça va de grands acteurs... des grands acteurs privés, je pense à Saint-Gobain, je pense à Schneider, je pense à ces acteurs-là de l'adaptation du logement par exemple, des startups, des TPE, PME qui sont dans l'adaptation du logement au quotidien, simplement une transformation de baignoire en douche. Il y a des acteurs, des petits acteurs locaux qui font partie de la filière et également des collectivités. Et c'est pour ça que là-dessus, la filière porte parfois mal son nom parce que derrière, il y a le mot silver, il y a le mot économie, mais on a besoin de garde-fous. On n'a pas besoin que d'acteurs économiques qui veulent faire du profit entre guillemets. Il y a le travail aussi de mettre des garde-fous, mettre en place des chartes de bonnes pratiques pour éviter simplement d'être dans la recherche de profit, mais d'avoir des retours d'expérience. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre modèle économique, il est basé
à moitié, à 50% sur les cotisations. L'autre moitié, c'est vraiment de l'argent des pouvoirs publics parce qu'on est sans cesse en lien avec les pouvoirs publics. L'idée est vraiment d'influencer, entre guillemets, les différentes décisions à travers les retours d'expérience. Là aussi, MaPrimeAdapt, j'y reviendrai un petit peu à la fin, mais c'est vraiment le sujet du moment. En tout cas, cette filière, je l'ai dit, elle a une approche extrêmement large. Elle va parler d'adaptation du logement, de l'habitat en général, du parcours résidentiel. Ça va aller du logement qu'on adapte jusqu'à l'EHPAD en passant par l'ensemble des solutions intermédiaires, le béguinage, la colocation ou autre. La mobilité et l'aménagement du territoire. Bien sûr, la santé et la prévention dans l'approche de santé. Et ça, c'est un peu le sujet assez classique auquel on pense quand on parle de vieillissement. L'inclusion sociale au sens large, avec tous les enjeux d'accès au tourisme, d'accès aux loisirs, d'accès à la consommation. Enfin voilà, je reste dans la cité impliqué et je suis un citoyen à part entière le plus longtemps possible. Et puis l'enjeu des aidants qui est vraiment important aujourd'hui et qui est une condition également de maintien à domicile. Et puis il y a le sujet du numérique un petit peu en transverse qui englobe un peu tous ces sujets. Si on revient un petit peu sur le sujet du logement, l'adaptation du logement, il y a un chiffre, et je vais aussi citer le rapport Broussy. Ce rapport de mai 2021, il rappelle qu'il y a 10 000 morts par an liées à des chutes à domicile. Et donc c'est un vrai fléau qu'il faut combattre. Et les outils, on les a. Et même dans ces murs-là, comme dans les murs de l'ensemble de ce salon aujourd'hui, il y a des solutions pour éviter ce sujet-là. Je l'ai dit, la filière, elle a une vision, je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'enjeu de la prévention. On est vraiment cet enjeu, pas seulement du curatif, mais du préventif. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que entre une politique de vieillissement basée sur la prévention et une autre basée sur la curation, à iso-espérance de vie, on va dire, voilà, on va comparer la France à un pays nordique, par exemple, du nord de l'Europe, on a entre 5 et 10 ans d'écart en termes d'espérance de vie en bonne santé. Et adapter le logement, c'est le premier point, le point central pour finalement penser prévention et ne pas attendre la première chute pour finalement commencer à penser adaptation. Donc vraiment partir sur un modèle vraiment d'anticipation. Je vois voilà, à partir d'un âge donné, je fais passer un ergothérapeute, je fais un peu le lien avec ce qui va être abordé dans la suite, mais un ergothérapeute passe, la fragilité n'est pas encore apparue, mais on peut faire de la prévention, de la réflexion, de l'anticipation sur ce qui va arriver. Et vraiment notre enjeu, c'est de fédérer sur cette partie adaptation du logement, au sein de la filière, l'ensemble des parties prenantes. Et c'est vraiment, pour faire un peu le lien avec MaPrimeAdapt, c'est une mesure qui a été portée par la filière en 2021. Et dès le départ, dans la définition un peu des contours à l'échelle de la filière, entre guillemets, le deal était très très clair. C'était les acteurs de l'adaptation, les différentes fédérations et les métiers, les ergothérapeutes, les startups qui ont des solutions techniques, technologiques adaptées. Il faut vraiment que tout le monde se parle, et également les pouvoirs publics. Donc, je fais un petit peu de publicité, mais j'invite tout le monde à un événement le 11 octobre prochain avec un peu tous ces acteurs-là pour parler et faire un point sur le dispositif MaPrimeAdapt et l'implication de la filière. En tout cas, voilà, l'enjeu, c'est vraiment ça. C'est une approche de la filière basée sur la prévention. Le logement, c'est vraiment le point central. On est sur à peu près 80-85% de seniors qui veulent rester à domicile le plus longtemps possible. On doit pouvoir répondre à cette aspiration-là à travers un domicile adapté. Et ensuite, les différentes autres briques de réflexion, ça veut dire que quand je sors de chez moi, je dois trouver des services à proximité accessibles à pied, des transports adaptés, mais encore une fois, la mobilité, c'est ce qu'on a dit, c'est de porte à porte. Et ça veut dire que les dernières marches font partie du trajet. Et donc ça fait partie également des réflexions qu'on a avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà un petit peu l'approche de la filière et l'approche plus précisément sur l'enjeu de l'adaptation des logements et de l'habitat. Alors, une question, bon, nous le savons, un certain nombre de dispositifs législatifs sont en préparation, ils auraient d'ailleurs probablement dû être développés, mais ils étaient un peu reportés du fait de la situation sanitaire. Ces dispositifs législatifs vont permettre d'avoir une approche beaucoup plus structurée pour aider les gens à adapter leur logement, mais il y a des dispositifs plus immédiats dont on parle beaucoup, notamment ce qu'on appelle MaPrimeAdapt, et qui va justement permettre assez rapidement de pouvoir donner des solutions et des moyens financiers pour faire évoluer le logement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, effectivement, le plus rapidement possible, on va essayer de faire en sorte, parce qu'il y a quand même un peu il y a des délais incompressibles liés à la fabrique de la loi. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui a été pensé, imaginé en mai 2021 dans le rapport de Luc Broussy, qui est MaPrimeAdapt, une déclinaison vieillissement de MaPrimeRénov', mais un peu la nouveauté, la différence importante, c'est qu'on est vraiment sur une logique de guichet unique avec un seul interlocuteur, une assistance à maîtrise d'ouvrage globalement pour l'ensemble des bénéficiaires entre guillemets. Par contre, un levier financier
sous condition de revenus. Et en tout cas, la ligne qui est portée par la filière dès le départ, c'est une mobilisation dans l'intégralité des dossiers d'un ergothérapeute. C'est-à-dire que finalement, on est dans une logique de prévention, et même un senior qui veut penser adaptation alors qu'il n'a pas encore de fragilité apparente, et là-dessus je pense que le point est important, il doit pouvoir mobiliser le dispositif, être accompagné dans la maîtrise d'ouvrage et ou dans l'enjeu économique pour pouvoir adapter son logement et même anticiper les fragilités qui arriveront par la suite. Et c'est vraiment cet enjeu-là, on veut sortir du curatif avec ce dispositif et vraiment penser préventif. Donc voilà un peu les enjeux, l'économique, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le passage de l'ergo pour avoir quelque chose le plus adapté possible par rapport au logement, bien sûr. Merci. Alors, vous l'avez d'ailleurs dit, vous avez prononcé le mot d'ergothérapeute. Pour adapter les logements, il y a la nécessité de maîtriser le sujet. Et ce qui est particulier dans cette démarche-là, c'est que c'est une double expertise, celle du monde médico-social et celle du monde du bâtiment. Parce qu'il faut pouvoir effectivement diagnostiquer le besoin en termes d'adaptation, d'ergothérapie en quelque sorte technique, et puis de l'exécuter sur le plan, encore une fois, technique proprement dit. Donc on a avec nous donc, deux spécialistes qui permettent justement de compléter leur expertise, hein, qui sont donc Fabien Zimb, Bastien Zimb. Donc Belle Vie, organisme d'ergothérapeute, et Pierre Patrick Lefeu, pardon, avec tous les noms, donc qui représente en débat développement donc la partie installation. Alors Bastien, quelques mots sur l'un des deux sur la partie justement diagnostic d'ergo, ce qui permettra à Patrick de compléter le propos, et bien évidemment chacun d'entre vous peut intervenir à tout moment pour apporter un complément et des précisions. Merci beaucoup. Donc effectivement, moi je suis Bastien Zem, je suis ergothérapeute de formation et je suis le dirigeant et cofondateur de la société Belle Vie. Belle Vie, c'est une structure que j'ai créée il y a presque 7 ans maintenant, parce que j'ai fait le constat à l'époque en tant qu'ergothérapeute qu'évaluer un domicile d'une personne âgée en situation de handicap sans l'accompagner après dans le processus pour adapter son logement était effectivement quelque chose qui n'était pas suffisant à notre sens, et qu'il fallait effectivement les aider à aller plus loin dans leur projet. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé la société, qui effectivement aujourd'hui est reconnue comme étant assisteur à maîtrise d'ouvrage, et où on va aller évaluer dans un premier temps par l'intermédiaire d'un ergothérapeute le domicile de la personne, et ensuite après cette évaluation on va aller les accompagner dans la recherche de financement, parce qu'effectivement ça a été évoqué, il y a une idée potentiellement d'aller vers un guichet unique, mais aujourd'hui on est loin du guichet unique, donc il faut aller chercher des aides un peu partout, et même dans l'idée du guichet unique, il y aura toujours des aides complémentaires à aller chercher, puisque le guichet unique va réunir grosso modo 3 grosses aides au niveau de l'ANA, de la caisse de retraite notamment de la CNAV et le crédit d'impôt, mais il y a toujours les caisses complémentaires qu'il va falloir potentiellement solliciter, les mutuelles, etc. etc. Donc il y a quand même encore d'autres aides qui vont devoir être mobilisées. Et puis le dernier élément, c'est toute la question en lien avec la relation aux entreprises, parce qu'effectivement, comme ça a été évoqué, il y a cette relation aux entreprises à aller créer, cette relation de confiance, parce que très souvent, le retraité, senior ou aidant, a peur aussi de se faire arnaquer sur ces différents projets. Voilà, tout ce qui est en lien avec l'énergie, on fait beaucoup de parallèles entre la question de l'adaptation et de l'énergie. On sait qu'il y a énormément du coup d'appels téléphoniques, de courriers, de porte-à-porte qui est fait et qui fait peur aujourd'hui aux retraités. Et donc effectivement, tout ce travail est à mettre en place à ce niveau-là. Et donc du coup, nous, on a aussi ce rôle d'aller accompagner les personnes à pouvoir trouver du coup la structure qui va pouvoir réaliser aussi leur projet. Donc du coup, je donne juste une rapide définition de l'ergothérapie, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un ergothérapeute, donc je vais juste vous lire la définition de la NFE, qui est l'Association nationale la française des ergothérapeutes. Du coup, c'est une profession paramédicale qui intervient dans le processus d'adaptation, de réadaptation et d'intégrité sociale des personnes, qui mène des actions d'une part pour prévenir et modifier les activités déltérées pour la santé, et d'autre part pour assurer l'accès aux individus aux occupations qu'ils veulent ou doivent faire et rendre possible leurs accomplissements de façon sécurisée, autonome, indépendante et efficace. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, l'ergothérapeute a un rôle dans l'évaluation porté à la fois sur, grosso modo, trois grands facteurs. Le premier élément, c'est la personne. Et effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure,
il n'y a pas besoin d'attendre d'être en situation de handicap ou d'avoir une fragilité particulière pour aller faire appel à un ergothérapeute. Bien au contraire, l'objectif c'est de venir le plus tôt possible et que l'ergothérapeute va avoir ce rôle de pouvoir prévenir le plus tôt possible. Donc du coup, premier élément c'est la personne. Deuxième élément c'est l'environnement, et ça a été évoqué tout à l'heure. La question de l'environnement c'est extrêmement important parce que si on adapte un logement que, on va dire dans la globalité en tout cas de ce qui se fait aujourd'hui, on remplace une baignoire en mettant une douche, même si ce n'est pas forcément toujours la meilleure des solutions, mais en tout cas c'est la solution qui est évoquée et préconisée tout le temps. À côté de ça, si il n'y a pas d'ascenseur par exemple pour se rendre au 3e étage et qu'on est sur des bâtiments qui ont été construits sans ascenseur, globalement on va faire quoi? On va faire une prison dorée où la personne va être enfermée chez elle, elle va rester continuellement dans son domicile et elle ne pourra pas profiter de tout cet extérieur et notamment effectivement cet élément-là. Donc c'est extrêmement important aussi de regarder l'environnement de la personne et puis sans parler même de l'accès, il y a tout ce qui est autour, c'est-à-dire que si c'est une personne qui effectivement habite à 50 km du premier hôpital, c'est vrai que c'est aussi une réelle réflexion à avoir, est-ce que c'est vraiment la solution d'aller adapter ce logement? Donc ça c'est le deuxième élément. Et puis le troisième élément qui est aussi extrêmement important, c'est toutes ces habitudes de vie et effectivement d'essayer de faire en sorte de mettre un projet en place par rapport à ses habitudes et par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Voilà, donc ça c'est vraiment tout cet élément et effectivement ça a été rappelé juste avant et le rapport de Luc Broussy auquel on a participé en disait effectivement aujourd'hui pas de travaux sans ergothérapeute et ça c'est effectivement à notre sens en tout cas extrêmement important d'aller là-dedans si on veut, c'est toujours la même chose, faire un travail et un projet de qualité et effectivement avoir un bilan à la fin de ce quinquennat, notamment en lien avec cette prime adapte, de se dire ok, on a réussi notre pari, d'aller adapter des logements et pas de se dire on a adapté en remplaçant des baignoires par une douche et puis que dans 5-6 ans, rien n'est adapté parce que les personnes ont vieilli, ont avancé en âge et on n'a pas du tout pris en compte tout ce que je viens de dire juste à présent. Donc voilà du coup sur cette partie-là et du coup pour donner un petit peu après la transition à Patrick d'Andibat, nous aujourd'hui effectivement on a une réelle réflexion de travailler avec les artisans du bâtiment et où effectivement l'idée c'est de se dire il y a le monde de la santé, il y a le monde du bâtiment, deux mondes qui clairement ne se parlent pas aujourd'hui, mais où effectivement il y a des réelles synergies, il y a un réel modèle à mettre en place à ce niveau-là et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles où on commence déjà à travailler en se disant travaillons ensemble, allons faire des interventions communes, faisons en sorte que l'ergothérapeute et l'artisan soient ensemble au domicile de la personne. Comme ça, le jour J, lorsque l'on va aller regarder si techniquement c'est possible, si de l'autre côté au niveau profession paramédicale, besoin de la personne et en même temps en ayant échangé avec la personne qui sera au milieu de ce projet, si tout le monde est d'accord le jour J, on gagne un temps en fou et on est surtout tous d'accord et à la fin du projet, en fait on a un projet qui est complètement cohérent parce qu'effectivement tout le monde aura été mis autour de la table et on aura été au bout de tout ça. Donc voilà du coup en tout cas ce que je peux dire aujourd'hui et du coup je laisse Patrick compléter ce que je viens d'évoquer. Merci Bastien. Alors, pas de travaux sans ergo, j'ai envie de dire aussi, pas de travaux sans artisans compétents, formés et avisés du sujet qui nous intéresse tous. Alors, je suis Patrick Lefeu, je suis le délégué général de l'association HB Développement, Andibat Développement, qui a été fondée en 2006, donc c'est assez ancien. Tout simplement, en 2006, nous nous sommes mis en quête dans le département de l'Eure et ensuite nous avons essaimé sur le territoire national. Nous nous sommes mis en tête de former les professionnels pour répondre aux travaux de maintien à domicile pour les personnes handicapées. Nous étions à l'aube de la loi du 11 février 2005 et en tant que collaborateur d'une organisation professionnelle, la CAPEB pour ne pas la citer, nous avons surveillé cette loi en nous disant qu'il y avait un levier d'activité économique pour les entreprises du bâtiment. Pour autant, nous nous faisions vite rattraper par les associations de personnes handicapées, par les associations d'usagers et par les financeurs publics qui nous reprochaient soit de ne pas intervenir, soit d'intervenir dans de mauvaises conditions. Donc le monde du bâtiment a pris conscience que ce champ de travaux ne devait pas se faire seul. Donc nous avons rapidement décidé, je vous fais court, mais nous avons rapidement décidé de former des groupes d'artisans pour qu'ils prennent conscience que les travaux d'adaptation du logement ne devaient pas se faire
en fonction du bon sens et de la pratique professionnelle des gens du bâtiment, mais que cela devait se faire en concertation avec les usagers, avec le monde de l'ergothérapie que nous méconnaissions totalement et avec lesquels nous avions du mal à dialoguer puisque nous étions issus de professions différentes. Donc il a fallu trouver des points de convergence, il a fallu rencontrer les organismes financeurs pour connaître leurs critères d'éligibilité, les critères de financement, d'instruction de dossier, se familiariser avec la lenteur aussi des différents processus. Je vous fais court, nous étions en 2006 quand nous avons créé l'association. Nous avons lancé la marque Handibat, qui a été reprise et qui est propriété de la CAPEB nationale depuis ce temps. Et nous nous sommes vite rendus compte que nous avons été rattrapés par la Silver Economy. Alors ça a été formidable, puisque finalement nos artisans réalisaient des travaux pour les personnes handicapées, mais ils fuyaient plutôt ce type de travaux, parce qu'on était en pleine période d'activité économique en 2005. Le handicap faisait un peu peur et ils ne savaient pas comment intervenir. Donc en gros, quand ils faisaient, c'était un miracle, et quand ils faisaient bien, c'était un deuxième miracle. Donc il a fallu les convaincre de bien faire et de s'entourer de gens capables de prodiguer des conseils qui n'étaient pas ceux du bâtiment. Et puis nous sommes allés un jour au lancement de la Silver Economy, il y a quelques années d'ici là, et nous avons pris conscience que ce que nous le faisions déjà au service des personnes âgées. Et d'ailleurs, les modules que nous réalisions depuis l'origine était un tronc commun de savoir-faire et de connaissances. Et pendant 2 jours, on apprenait aux artisans, en présence d'ergothérapeutes, en présence d'organismes financeurs. Nous inculquions aux artisans non pas la connaissance du métier, mais est-ce que je mets mon métier et mes connaissances techniques au service de la personne pour laquelle je travaille. Donc on s'est rendu compte que ce dispositif était transposable sur leur territoire national. Les chiffres étant... Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un levier d'activité économique pour les entreprises. Pour autant, on s'est vite rendu compte qu'il fallait travailler en concertation avec l'ensemble des acteurs publics. On pense avoir un mouvement, alors j'essaye de rien oublier, d'être assez rapide. On pense qu'on va avoir un mouvement assez fort avec l'arrivée de MaPrimeAdapt. Pour autant, on a encore des points de vigilance, on a encore un certain nombre d'écueils à franchir. Il ne faudrait pas que ce marché devienne un marché uniquement d'opportunités. Vous l'avez dit tout à l'heure, tu l'as dit Bastien, il va falloir que les critères soient posés sur la table, il va falloir s'entourer de compétences, le guichet unique, on verra s'il arrive à être mis en place. Ne revivons pas ce que nous avons connu dans le domaine de l'efficacité énergétique, où l'opportunisme a souvent pris le pas sur le savoir-faire et le bon sens qui doit guider tout cela. Pour autant, nous ne sommes pas assez nombreux. Aujourd'hui, il y a 2000 entreprises engagées autour de la marque Handibat et de la marque Silverbat. La marque Silverbat a été créée en marque miroir de la marque Handibat. Nous avons un réservoir de 8000 entreprises formées sur le territoire national. Nous ne sommes pas allés au-delà de ces chiffres-là, puisqu'aujourd'hui, nous sommes engagés sur des démarches volontaires. Le professionnel du bâtiment s'engage volontairement à rejoindre cette démarche Silverbat, cette démarche Handibat. À partir du moment où arrivera MaPrimeAdapt, il y a de fortes chances qu'on arrive à un mécanisme qu'on dit d'éco-conditionnalité, qui créera un appel d'air pour des gens qui vont prendre conscience que ce marché ne peut le mobiliser que s'ils sont engagés dans une démarche de qualité, de système d'identification des compétences. On a toutefois une réserve d'entreprises formées que l'on mettra à jour, que l'on invitera à se reformer rapidement pour pouvoir répondre à la demande qui va se profiler. Ce que l'on espère, c'est avoir un petit peu un temps d'adaptation pour pouvoir mettre en route le réseau qui arrive. Et moi, je suis content que l'on puisse signer cette convention, tout simplement parce que pour gagner la confiance du particulier, il faut le mettre entre les mains de gens qui savent de quoi ils parlent, qui l'accompagnent avec efficacité, qui prennent le temps de la pédagogie pour fluidifier la chaîne de décision. Bien souvent, nos artisans nous ont dit « c'est formidable ces chantiers-là, mais le processus de décision et de mécanisme d'attribution des financements est extrêmement long vu la multiplicité des interlocuteurs. » Et ils se sont détournés de ces chantiers parce que c'était assez long.
Aujourd'hui, le partenariat qui nous rapproche avec Belle-Vie, il a été construit pour fluidifier, sécuriser et accélérer le processus, ce qui remettra le pied à l'étrier aux artisans qui vont s'engager à nouveau sur ces chantiers. C'est important parce que sinon on va perdre un peu cette mécanique qu'on essaye de réenclencher, qui va se réenclencher avec MaPrimeAdapt. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez ajouter les uns aux autres quelques propos. Vous avez parlé de convention. Effectivement, pour matérialiser cette relation professionnelle qui doit fonctionner entre le monde médico-social et le monde de l'entreprise, il a donc été décidé de mettre en place entre l'association, enfin la société Belle-Vie et Handibat Développement, une convention de partenariat dont vous allez nous parler en quelques mots. Et ce que je veux peut-être ajouter, moi, en tant que délégué général du club de l'amélioration de l'habitat, puisque c'est finalement notre engagement, association, sur tous les sujets, que ce soit la rénovation énergétique ou l'adaptation de l'habitat, oui, effectivement, il est nécessaire d'avoir de la qualité, de la qualification, du sérieux et des engagements, mais l'un n'empêche pas l'autre. Nous sommes en face, effectivement, d'un marché économique d'importance. Je vous donne quelques chiffres. Le marché de l'adaptation, de l'évolution du logement chez le particulier est un marché qui représente aujourd'hui quelques centaines de millions d'euros. C'est important. Mais quand on imagine qu'il faut traiter une très grande partie du parc des logements existants, alors peut-être pas les 30 millions d'un coup, mais plusieurs millions, c'est certain, de logements dans une dizaine ou une quinzaine d'années, on se rend compte que ce marché, en termes économiques, va représenter plusieurs milliards par an. Il faut donc pouvoir le gérer intelligemment et avec beaucoup de sérieux. L'État engagera des moyens pour aider, c'est normal, pour amorcer, un petit peu comme pour la rénovation énergétique, mais aura un droit de regard sur la qualité des travaux. Voilà. Donc, je le redis, l'un n'empêche pas l'autre. Le fait d'être dans une entreprise de bâtiment n'empêche pas d'avoir les engagements de sérieux. Nous savons tous fort bien que, bien sûr, il y a certaines opportunités qui peuvent se présenter, mais il appartient au monde du bâtiment, et de manière générale d'ailleurs, à l'ensemble des acteurs du bâtiment, de s'assurer de cette qualité et de ce sérieux. Donc, peut-être juste un mot sur cette convention que vous envisagez de signer. De quoi est-elle voilà. Oui, pardon, non, mais là n'empêche pas. Non, mais allez-y sur la convention, puis deux, trois petits points que je voulais éclairer aussi. Un mot sur la convention et on conclut de toute façon. Oui, alors sur la convention, effectivement, on a décidé il y a maintenant, je dirais, 6 mois environ, du coup, avec Handibat, de commencer à réfléchir ensemble à cette convention, puisqu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on se rendait bien compte, et on se rend compte quand même encore aujourd'hui, que ce sont deux univers qui se parlent assez peu, qui sont assez distincts l'un de l'autre, alors qu'en réalité, il y a un réel besoin que tout le monde communique ensemble. Voilà, et donc du coup, dans cette idée-là et dans cet objectif, c'est effectivement de pouvoir travailler ensemble et travailler bien ensemble. C'est surtout ça un des éléments assez forts, et tout en répondant à un service de proximité, parce que du coup, effectivement, au niveau de tous ces différents éléments, l'objectif, c'est que potentiellement la petite mamie ou le petit papy qui habite en région parisienne, mais aussi au fin fond de l'Ardèche ou de la Creuse, puisse avoir son artisan qu'il connaît depuis toujours, et qu'on puisse l'accompagner avec cet artisan qui du coup est connu depuis toujours. Et effectivement, ce sont des artisans qui très régulièrement sont conventionnés ou effectivement sont adhérents à la marque Handibat, Silverbat. Voilà. Et puis effectivement, toute cette question aussi de fluidification et de rapidité dans le parcours, parce qu'au fait aujourd'hui, ce qui se met en place, c'est que tout ce processus d'accompagnement prend du temps, est particulièrement long, et tous ces éléments de décision que j'évoquais tout à l'heure font qu'on perd beaucoup de temps dans la réalisation d'un projet, alors qu'en réalité, souvent, même si on veut être dans du préventif, comme c'était rappelé tout à l'heure, on est quand même très souvent dans du curatif quand même aujourd'hui. Il faut quand même être assez honnête à ce niveau-là. Et donc, notre objectif, c'est quand même aussi de pouvoir faire en sorte qu'un projet aboutisse de manière rapide et efficace. Aujourd'hui, on compte environ entre 12 à 18 mois pour faire un projet d'adaptation de logement. Et nous, dans ce qu'on a déjà réussi à mettre en place, on voit qu'on arrive à descendre aux alentours de 6 mois, et qu'on serait même capable de descendre encore plus sur un temps encore plus court, d'environ 3 mois, à partir du moment où ce qui a été évoqué tout à l'heure concernant le guichet unique, l'accessibilité aux aides, etc., pourrait permettre effectivement d'accélérer encore les choses. En tout cas, nous, de notre côté, l'objectif, c'est de répondre à une demande, parce qu'effectivement, on parle quand même, il y a eu une annonce d'objectif d'adapter 500 000 logements sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Le quinquennat a quand même déjà un petit peu débuté, donc du coup, le temps que la PrimeAdapt se mette en place, il nous restera environ 3 ans pour travailler. Et il va falloir aller
vite. Et si on met 12 à 18 mois pour adapter un logement, si on en a 500 000 à adapter, je vous laisse faire les calculs, je pense que dans 10 ans, on n'en a toujours pas adapté 100 000. Donc du coup, effectivement, l'idée à ce niveau-là, c'est de pouvoir réussir à travailler ensemble, de pouvoir aller plus vite, d'être plus efficace et de faire en sorte, malgré tout, à la fin, d'avoir un travail de qualité et qui tienne sur la durée. Merci. Patrick, un mot, sachant qu'Alain, tu vas pouvoir dire aussi, bien sûr, t'exprimer, il n'y a pas de problème. Oui, pardon, juste pour évoquer les premiers échanges et les premiers retours d'expérience qui sont positifs. Nous avons donné quelques éléments d'information à nos entreprises par rapport à la convention qui allait être signée. En faisant preuve de pédagogie, on se rend compte que les entreprises sont demandeuses de compétences externes à la leur. Un rapport d'ergothérapie, c'est pas si clair que ça pour un artisan du bâtiment. Un plan d'architecte, un plan de maison, des maîtres, c'est limpide. Un rapport d'ergothérapie, ça ne l'est pas forcément. Alors moi, je suis très content, je vous le dis, parce que ça fait des années que l'on croise les organismes de prévoyance, que l'on croise les organismes de retraite. Et je sais que depuis des années, les rapports d'ergothérapie, schématiquement, ils restent sur la table de chevet de la grand-mère. Ils ont été financés pendant des années, sans explication, sans prise en main et sans accompagnement. Un partenariat avec Belle à Vie, ça permet une continuité de la chaîne de décision et ça permet de rassurer la personne âgée. Pendant des années, il y a eu des financements qui ont certes permis d'engager une réflexion, une sensibilisation et parfois des travaux. Mais là, la vraie vertu, c'est d'enclencher les choses et de ne pas rompre cette chaîne de décision ou de confiance qu'on doit établir ensemble. Et les artisans qui ont commencé à être mobilisés sont plutôt demandeurs de l'action à mettre en place. Voilà. Merci beaucoup. Alain, un mot? Oui, je voulais juste compléter sur 2-3 axes sur lesquels on est forcément en collaboration future, j'espère en tout cas demain sur tous ces sujets-là, parce que le sujet de l'anticipation, c'est juste essentiel. 90% des sièges Montescalier sont faits en urgence. Alors lorsqu'on parle des 3 mois, 6 mois, etc., j'imagine qu'il y a d'autres travaux associés aussi qui sont faits, mais mes parents, maman, papa est hospitalisé, maison de convalescence pendant 2 mois, et il faut absolument qu'il y ait quelque chose à la sortie. Et là, c'est une fuite infernale sur ces sujets-là, où l'âge moyen d'achat est à 82 ans et demi, alors que si on faisait de l'anticipation plus en amont, on aurait un meilleur produit, une solution plus adaptée, et le temps de prévoir, le temps d'installer, et puis ça permet aussi de traiter toutes les problématiques des troubles musculo-squelettiques des aidants familiaux, aidants professionnels, lorsqu'ils sont sans équipement, lorsqu'ils ont les marches à franchir, etc. Prenons le temps en amont d'anticiper tout ça pour effectivement faciliter la vie de la personne qui vit et les aidants aussi derrière. Voilà, donc je pense qu'avec tout ça, on aura le moyen de travailler ensemble. Et on est en train de travailler sur une charte propre, mais qui doit s'associer forcément demain avec vos projets. Mathieu, le mot de la fin? Très, très, très vite, parce que je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais moi je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur ce type de dispositif, c'est vraiment le non-recours. Et finalement, il y a un travail à faire et qui, je crois, est vraiment à ses tout débuts. C'est cet enjeu de non-recours aux services et aux droits. Il va y avoir beaucoup de seniors qui seront... Voilà, potentiellement qui seront éligibles à ce dispositif mais qui ne sauront pas, il n'y a pas de service après-vente souvent sur les lois, comment faire pour assurer la visibilité. Je crois qu'il y a aussi un sujet de défiance et je pense qu'une convention comme celle dont vous parlez doit faciliter la confiance envers l'ensemble des parties prenantes. Trop souvent, les seniors apprennent l'existence de ce genre de dispositif en étant contactés par un professionnel, plus ou moins d'ailleurs fiable, et qui va apprendre en même temps les droits et la solution qui va avec. Ça va trop vite. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail à faire avec beaucoup de structures de médiation. Même, on travaille avec la Poste. Pourquoi un facteur ne serait pas au moins la personne qui apporterait l'information? Pourquoi il n'y aurait pas demain sur les marchés le samedi matin, quelque part de l'information sur ce genre de choses-là? Il faut améliorer la visibilité pour vraiment faciliter la confiance. Donc il y a vraiment ce travail de visibilité. J'ai droit à un dispositif et ensuite un accompagnement personnalisé humain, et là vous l'incarnez, je crois, à travers la convention. Il y a vraiment ce travail-là pour recréer de la confiance envers des dispositifs pour améliorer le quotidien. Et aujourd'hui, on pense que c'est soit trop compliqué, soit pas pour soi. Bref. Donc finalement, on renonce. Il faut travailler sur le renoncement au dispositif quand on est éligible à un dispositif, je crois. Merci beaucoup. Alors peut-être il y a quelques questions, on est dans le timing à peu près. N'hésitez pas s'il y a eu des questions, si les choses sont claires. Oui, alors peut-être... je vous amène... Un micro, je vous l'amène. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ces informations. Donc comme vous l'avez évoqué, il va y avoir beaucoup de demandes avec notamment le dispositif de MaPrimeAdapt.
Côté handibad, je comprends que vous disposez d'un réseau de 2000 entreprises et que potentiellement vous avez d'autres entreprises sous le coude pour répondre à cette demande. Ma question, c'est plutôt côté ergothérapeute. Est-ce qu'il y a suffisamment d'ergothérapeutes en France pour répondre à cette demande? Et est-ce que ça peut finalement pas constituer un goulot d'étranglement? Merci beaucoup. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a un rapport qui a été fait par la NFE, et donc je parle sous leur couvert par rapport à... La NFE, c'est qui? La NFE, c'est l'Association nationale française des ergothérapeutes, pardon, et qui du coup montre que par rapport au nombre d'ergothérapeutes en France qui travaillent de près ou de loin sur le maintien à domicile, les 500 000 logements qui sont demandés, donc grosso modo on dirait sur 100 000 logements annuels, ça représenterait entre 15 à 20 interventions par ergothérapeute par an. Donc aujourd'hui, si on regarde ce modèle-là, c'est effectivement entièrement viable. Voilà, sur cet élément-là. Après, effectivement, il y a des ergothérapeutes qui sont spécialisés dans ce domaine. Nous, par exemple, on a effectivement environ 300 ergothérapeutes sous-traitants partout en France avec lesquels on travaille, et qui effectivement interviennent de manière assez importante sur les questions liées à l'adaptation du logement, et qui effectivement pourront répondre à des volumes, je dirais, plus importants liés à ces sujets-là. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, en tout cas dans les premiers éléments et les premières expertises qui sont indiquées, j'ai envie de dire oui, du coup la profession est capable de pouvoir répondre à cette demande-là. Après, il va falloir, en dehors de tout ça, effectivement, voir précisément quand les choses vont se cadrer, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qu'on a envie réellement d'avoir en termes de rapport, quel est le rôle de ce rapport. Voilà, donc du coup, tout ça va être effectivement extrêmement important à avoir et à structurer. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que oui, il y a ce qu'il faut pour pouvoir répondre à cette demande. Merci de cette réponse. D'autres questions? Ça sont clairs? Bon. Merci en tout cas de votre attention, de votre écoute. Eh bien, nous allons donc maintenant donner suite au travers de tout ce qui va se mettre en place. Vous serez informés. Je crois qu'il y a une conférence importante, Mathieu, qui va avoir lieu bientôt, mercredi ou mardi. Le 11 octobre, effectivement. 11 octobre, mardi 11 octobre, 14h-17h, dans les locaux de SMA BTP, dans le 15e arrondissement. Donc voilà, avec beaucoup de personnalités du monde du bâtiment notamment qui seront présentes. Toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes. J'invite vraiment à aller sur plutôt les réseaux sociaux, ce qui sera le plus simple, France Silver Eco ou la filière Silver Economy, et il y a tous les liens pour s'inscrire pour voilà, et puis la presse se fera l'écho, bien sûr, la presse professionnelle. Juste après, donc voilà, beaucoup d'informations va commencer à circuler, et notamment avant la fin de cette année en préparation du projet de loi de finances, parce qu'il faut mettre en application tout ce qui est en train de se décider. Voilà, donc c'est très prometteur, et donc ça ne pourra être que satisfaisant pour l'ensemble de nos filières. Merci beaucoup, et bonne fin de journée et de salon pour ceux qui continuent. Merci.